Le mythe scolaire est un espace de rupture mentale, où l'on démonte les promesses creuses de l'école pour forcer une lucidité radicale et réveiller une conscience que le système a soigneusement endormie. Tu as peut-être été cet élève brillant, celui qui comprenait vite, celui qu'on félicitait, celui à qui on disait que l'avenir était garanti, et aujourd'hui tu avances avec un malaise diffus, une impression de décalage, comme si la promesse n'avait jamais été livrée, comme si quelque chose s'était brisé sans bruit, parce que la vérité dérangeante est là, froide et nue. L'excellence scolaire ne vaccine pas contre la perte de sens, elle peut même y conduire. Et ce constat heurte l'ego, parce qu'on t'a appris très tôt que bien faire ce qu'on te demande te protégerait de la confusion, alors que souvent ça t'y a enfermé, car l'école récompense la conformité avant la clarté intérieure, elle applaudit la mémoire avant la conscience, elle valorise l'obéissance avant la responsabilité, et pendant que tu alignais des bonnes notes, tu n'apprenais pas à te connaître, tu n'apprenais pas à décider, tu n'apprenais pas à résister, tu devenais performant dans un cadre étroit, comme un poisson, rapide dans un bocal, incapable de survivre quand on le jette dans l'océan réel, et ce choc arrive plus tard. Quand les règles disparaissent, quand les consignes se taisent, quand plus personne ne te dit quoi faire pour réussir, là où l'élève modèle se fige, car toute sa valeur reposait sur un système externe, sur des validations extérieures, sur des chiffres, des classements, des diplômes, et soudain ses repères s'effondrent, révélant un vide intérieur que personne n'avait préparé à affronter, parce que psychologiquement l'élève brillant est souvent conditionné à éviter l'erreur, à rechercher l'approbation, à craindre l'échec comme une faute morale, ce qui le rend fragile dans un monde où l'erreur est un passage obligé, où l'initiative dérange, où le chemin n'est jamais balisé, et ce conditionnement crée un adulte hésitant, suranalytique, parfois brillant intellectuellement mais paralysé dans l'action, comme un moteur puissant s'envolant parce que l'école t'a entraîné à répondre juste, pas à poser les bonnes questions, à finir des exercices, pas à initier des projets, à attendre des consignes, pas à créer ta propre direction. Et plus tu étais bon élève, plus tu étais récompensé pour cette dépendance invisible, ce qui renforce l'illusion que continuer ainsi suffit, alors que la vie ne fonctionne pas avec des corrigés, elle ne distribue pas de points, elle n'explique pas pourquoi tu échoues, elle te confronte, brutalement, à toi-même. Et là, beaucoup d'anciens premiers de classe découvrent qu'ils ne savent pas qui ils sont sans cadre, qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent sans programme, qu'ils ne savent pas avancer sans validation. Et cette déconnexion de soi ne tombe pas du ciel, elle se construit lentement, année après année, quand on t'apprend à réussir sans jamais t'apprendre à t'écouter, quand on te pousse à performer sans jamais t'inviter à réfléchir au sens, quand on confond intelligence et conformité, alors le cerveau devient une machine efficace au service d'objectifs qu'il n'a pas choisis. Et le jour où la machine s'arrête, l'humain derrière est désorienté, car le système scolaire vend une illusion centrale, celle que l'intelligence mesurée suffit pour naviguer dans la vie, alors que la vie exige surtout de la discipline personnelle, une identité solide, une capacité à agir sans récompense immédiate, une tolérance au chaos, et ces compétences-là sont rarement entraînées sur les bancs de l'école, où tout est structuré, prévisible, évalué, et c'est là que le piège se referme, car plus tu réussis dans un environnement artificiel, plus tu risques d'être perdu dans un environnement réel, et cette fracture devient visible dans ces scènes silencieuses. Cet ancien élève modèle assis devant son ordinateur, diplôme en poche, incapable de choisir une direction, paralysé par trop d'options, doutant de sa valeur sans note pour la mesurer, ou cet autre qui a suivi toutes les règles, coché toutes les cases, et qui se réveille à 30 ans avec une carrière correcte mais un vide intérieur abyssal, parce qu'il n'a jamais appris à se construire de l'intérieur, seulement à s'adapter de l'extérieur, et ce n'est pas un échec individuel, c'est un effet systémique, un conditionnement collectif, où l'on confond réussite et reconnaissance, intelligence et docilité, avenir et trajectoire imposée. Et tant que cette confusion n'est pas rendue consciente, elle continue d'agir en arrière-plan, sabotant les décisions, érodant la confiance, empêchant l'action libre, parce que pour sortir de ce piège, il faut d'abord accepter une vérité inconfortable. Ce que tu as appris à l'école t'a peut-être rendu performant mais pas autonome, cultivé mais pas aligné,
informé mais pas conscient. Et tant que cette prise de conscience n'est pas intégrée, l'adulte brillant continue de chercher à l'extérieur ce qu'il n'a jamais construit à l'intérieur, ce qui nous amène à observer comment ce conditionnement façonne encore aujourd'hui tes choix, tes peurs et ta relation à l'effort réel. Le mythe scolaire est un espace de rupture mentale où l'on démonte les promesses creuses de l'école pour forcer une lucidité radicale et réveiller une conscience que le système a soigneusement endormie. Tu as peut-être été cet élève brillant, celui qui comprenait vite, celui qu'on félicitait, celui à qui on disait que l'avenir était garanti, et aujourd'hui tu avances avec un malaise diffus, une impression de décalage, comme si la promesse n'avait jamais été livrée, comme si quelque chose s'était brisé sans bruit, parce que la vérité dérangeante est là, froide et nue. L'excellence scolaire ne vaccine pas contre la perte de sens, elle peut même y conduire. Et ce constat heurte l'ego, parce qu'on t'a appris très tôt que bien faire ce qu'on te demande te protégerait de la confusion, alors que souvent ça t'y a enfermé, car l'école récompense la conformité avant la clarté intérieure, elle applaudit la mémoire avant la conscience. Elle valorise l'obéissance avant la responsabilité. Et pendant que tu alignais des bonnes notes, tu n'apprenais pas à te connaître, tu n'apprenais pas à décider, tu n'apprenais pas à résister. Tu devenais performant dans un cadre étroit, comme un poisson. Rapide dans un bocal, incapable de survivre quand on le jette dans l'océan réel. Et ce choc arrive plus tard. Quand les règles disparaissent, quand les consignes se taisent, quand plus personne ne te dit quoi faire pour réussir, là où l'élève modèle se fige, car toute sa valeur reposait sur un système externe, sur des validations extérieures, sur des chiffres, des classements, des diplômes, et soudain ses repères s'effondrent, révélant un vide intérieur que personne n'avait préparé à affronter, parce que psychologiquement l'élève brillant est souvent conditionné à éviter l'erreur, à rechercher l'approbation, à craindre l'échec comme une faute morale, ce qui le rend fragile dans un monde où l'erreur est un passage obligé, où l'initiative dérange, où le chemin n'est jamais balisé, et ce conditionnement crée un adulte hésitant, suranalytique, parfois brillant intellectuellement mais paralysé dans l'action, comme un moteur puissant s'envolant parce que l'école t'a entraîné à répondre juste, pas à poser les bonnes questions, à finir des exercices, pas à initier des projets, à attendre des consignes, pas à créer ta propre direction. Et plus tu étais bon élève, plus tu étais récompensé pour cette dépendance invisible, ce qui renforce l'illusion que continuer ainsi suffit, alors que la vie ne fonctionne pas avec des corrigés, elle ne distribue pas de points, elle n'explique pas pourquoi tu échoues, elle te confronte, brutalement, à toi-même. Et là, beaucoup d'anciens premiers de classe découvrent qu'ils ne savent pas qui ils sont sans cadre, qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent sans programme, qu'ils ne savent pas avancer sans validation. Et cette déconnexion de soi ne tombe pas du ciel, elle se construit lentement, année après année, quand on t'apprend à réussir sans jamais t'apprendre à t'écouter, quand on te pousse à performer sans jamais t'inviter à réfléchir au sens, quand on confond intelligence et conformité, alors le cerveau devient une machine efficace au service d'objectifs qu'il n'a pas choisis. Et le jour où la machine s'arrête, l'humain derrière est désorienté, car le système scolaire vend une illusion centrale, celle que l'intelligence mesurée suffit pour naviguer dans la vie, alors que la vie exige surtout de la discipline personnelle, une identité solide, une capacité à agir sans récompense immédiate, une tolérance au chaos, et ces compétences-là sont rarement entraînées sur les bancs de l'école, où tout est structuré, prévisible, évalué, et c'est là que le piège se referme, car plus tu réussis dans un environnement artificiel, plus tu risques d'être perdu dans un environnement réel, et cette fracture devient visible dans ces scènes silencieuses. Cet ancien élève modèle assis devant son ordinateur, diplôme en poche, incapable de choisir une direction, paralysé par trop d'options, doutant de sa valeur sans note pour la mesurer, ou cet autre qui a suivi toutes les règles, coché toutes les cases, et qui se réveille à 30 ans avec une carrière correcte mais un vide intérieur abyssal, parce qu'il n'a jamais appris à se construire de l'intérieur, seulement à s'adapter de l'extérieur, et ce n'est pas un échec individuel, c'est un effet systémique, un conditionnement collectif, où l'on confond réussite et reconnaissance, intelligence et docilité, avenir et trajectoire imposée. Et tant que cette confusion n'est pas rendue consciente, elle continue d'agir en arrière-plan, sabotant les décisions, érodant la confiance, empêchant l'action libre, parce que pour sortir de ce piège, il faut d'abord accepter une vérité inconfortable.
Ce que tu as appris à l'école t'a peut-être rendu performant mais pas autonome, cultivé mais pas aligné, informé mais pas conscient. Et tant que cette prise de conscience n'est pas intégrée, l'adulte brillant continue de chercher à l'extérieur ce qu'il n'a jamais construit à l'intérieur, ce qui nous amène à observer comment ce conditionnement façonne encore aujourd'hui tes choix, tes peurs et ta relation à l'effort réel. Parce que, même adulte, tu continues souvent à fonctionner comme un élève invisible, attendant une validation avant d'agir, cherchant inconsciemment une bonne réponse là où il n'y a que des décisions imparfaites, hésitant à t'engager pleinement par peur de mal faire, car ton cerveau a été entraîné à optimiser des résultats dans un cadre sécurisé, pas à affronter l'incertitude brute. Et cette peur n'est pas une faiblesse personnelle, mais un réflexe appris, un mécanisme de protection forgé par des années où l'erreur était pénalisée, où chaque faute te faisait perdre des points, de la valeur, de l'estime. Alors tu as appris à minimiser le risque, à rester dans ce que tu maîtrises, à préférer l'exécution parfaite à l'initiative bancale, sauf que la vie récompense exactement l'inverse. Elle favorise ceux qui avancent avant d'être prêts, ceux qui acceptent l'inconfort, ceux qui construisent en marchant. Et là, crée un conflit intérieur profond chez l'ancien élève brillant, un tiraillement constant entre son potentiel intellectuel et sa capacité réelle à passer à l'action, comme si une barrière invisible bloquait l'élan. Et cette barrière, c'est l'illusion scolaire la plus toxique, celle qui te fait croire que comprendre suffit, que réfléchir équivaut à avancer, que savoir protège de l'échec, alors qu'en réalité, plus tu réfléchis sans agir, plus tu renforces l'inaction, plus tu analyses sans décider plus, tu nourris la peur. Et cette spirale est sournoise parce qu'elle se déguise en intelligence, en prudence, en maturité, alors qu'elle est souvent une fuite élégante. Un moyen sophistiqué d'éviter l'exposition réelle, car agir, c'est s'exposer, c'est risquer l'erreur publique, c'est accepter de ne pas être brillant immédiatement. Et pour quelqu'un dont l'identité a été construite sur la réussite scolaire, cette perspective est profondément menaçante, car échouer, ce n'est pas seulement rater, c'est remettre en cause l'image construite depuis l'enfance, celle de l'élève doué, prometteur, au-dessus de la moyenne. Alors inconsciemment, beaucoup préfèrent rester immobile plutôt que de devenir médiocre temporairement. Et cette immobilité déguisée en réflexion devient une prison mentale, où les années passent pendant que le potentiel s'atrophie. Et c'est là qu'on voit apparaître ces comportements paradoxaux. Des personnes très intelligentes, mais indisciplinées, capables de comprendre des concepts complexes, mais incapables de tenir une routine simple, pleine d'idées mais pauvres en exécution. Parce que l'école a rarement entraîné la discipline autonome. Elle imposait des horaires, des devoirs, des échéances externes, et tant que ce cadre existait, tu performais. Mais une fois retiré, tu te retrouves face à toi-même, sans structure intérieure solide, sans système personnel, sans capacité à t'auto-contraindre. Et ce manque de discipline n'est pas un défaut de caractère, c'est un muscle jamais entraîné, car on t'a appris à obéir à une structure. Pas à en créer une, à suivre un programme, pas à bâtir un chemin. Et quand la vie exige cette compétence, beaucoup décrochent mentalement, oscillant entre culpabilité et procrastination, se reprochant un manque de volonté alors que le vrai problème est plus profond. C'est une confusion identitaire. Tu as appris à être un bon élève, pas un adulte responsable de sa trajectoire, et tant que cette identité n'est pas déconstruite consciemment, elle continue de saboter tes efforts, car tu cherches encore inconsciemment un professeur, un patron, un système qui te dira que tu es sur la bonne voie, alors que la maturité réelle commence quand tu acceptes de marcher sans applaudissements, sans notes, sans certitude. Et cette transition est violente parce qu'elle implique de laisser mourir une partie de toi, l'élève brillant qui se définissait par ses résultats, pour faire naître un individu qui se définit par ses choix. Et ce passage est rarement accompagné, rarement expliqué. Alors beaucoup restent coincés entre deux mondes, trop conscients pour se contenter d'obéir, pas assez enracinés pour créer leur propre discipline, ce qui génère frustration, colère rentrée, parfois cynisme. Car il est plus facile de critiquer le système que d'assumer pleinement sa liberté. Plus confortable de dire que tout est truqué, que de reconnaître que maintenant tout dépend de toi. Et pourtant, c'est précisément là que commence la reconstruction, quand tu comprends que l'école ne t'a pas volé ton avenir, mais t'a laissé avec un logiciel mental obsolète, inadapté à la réalité adulte, et qu'il ne s'agit pas de rejeter tout ce que tu as appris, mais de reprogrammer la manière dont tu fonctionnes,
de déplacer la source de ta valeur de l'extérieur vers l'intérieur, de remplacer la recherche de validation par la recherche de cohérence, de transformer l'intelligence passive en intelligence incarnée, celle qui agit, persiste, ajuste, et cette transformation commence toujours par une prise de conscience concrète, celle que la clarté n'arrive pas avant l'action mais après, que la confiance ne précède pas le mouvement mais en est le résultat, et que tant que tu attends de te sentir prêt, tu renforces exactement ce qui te bloque, ce qui ouvre la porte à une autre manière de fonctionner, radicalement différente de celle que l'école a gravée en toi. Parce qu'à partir de ce point, il ne s'agit plus de comprendre pourquoi tu es bloqué, mais de décider consciemment de te reconstruire. Et cette décision n'a rien de théorique. Elle est incarnée, quotidienne, parfois inconfortable, car reprogrammer un esprit conditionné par des années de scolarité revient à désapprendre avant d'apprendre, à déconstruire avant de bâtir, et la première brique de cette reconstruction, c'est la discipline personnelle, pas la discipline imposée, mais celle que tu choisis quand personne ne regarde, celle qui ne donne aucune note, aucun diplôme, aucune reconnaissance immédiate, parce que la vraie discipline n'est pas spectaculaire. Elle est silencieuse, répétitive, presque ingrate, et c'est précisément pour cela qu'elle libère, car elle te rend indépendant des circonstances. Alors que l'élève brillant attendait un cadre pour performer, l'adulte conscient crée son propre cadre, même quand il doute, même quand il n'a pas envie, même quand le résultat est incertain. Et ce basculement demande d'accepter une chose essentielle, redevenir volontairement mauvais au début, accepter l'imperfection. Accepter de produire sans être brillant. Accepter de traverser une phase où ton intelligence ne te sauvera pas, parce que l'action brute est le seul antidote à la confusion mentale. Et tant que tu restes dans ta tête, tu tournes en rond. Alors que dès que tu engages ton corps, ton temps, ton énergie, la clarté commence à émerger. Non pas comme une révélation mystique, mais comme une conséquence logique, car agir crée des retours, des frictions, des erreurs. Et ces erreurs deviennent des informations vivantes, bien plus précieuses que n'importe quelle théorie. Et c'est là que le storytelling réel commence, celui que tu vis, pas celui que tu racontes. Comme cet ancien élève modèle qui décide un jour de se lever plus tôt, non pas parce qu'un emploi du temps l'exige, mais parce qu'il choisit de reprendre le contrôle de ses matinées. Au début, c'est chaotique. Il lutte contre son téléphone, contre son envie de procrastiner, contre cette voix intérieure qui lui dit que ça ne sert à rien. Mais jour après jour, quelque chose change. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Une identité se forge, celle de quelqu'un qui se fait confiance parce qu'il tient ses engagements, même petit, même invisible. Et cette confiance-là ne peut pas être donnée par un professeur ou un système, elle se construit par accumulation d'actes cohérents. Et plus cette identité se renforce, moins tu as besoin de validation, moins tu as peur de te tromper, parce que ton estime ne dépend plus d'un résultat ponctuel, mais de ton processus. Et ce changement de mindset est fondamental. Tu passes d'une logique de performance à une logique de progression, d'un monde où chaque erreur te définissait à un monde où chaque erreur t'instruit. Et cette bascule mentale libère une énergie immense, car elle te permet enfin d'utiliser ton intelligence au service de ta vie. Pas contre elle. Au lieu de suranalyser, tu structures. Au lieu d'hésiter, tu testes. Au lieu d'attendre, tu construis. Et concrètement, cela se traduit par des actions simples mais exigeantes. Établir des routines non négociables. Définir des priorités claires. Réduire volontairement les distractions. Accepter l'ennui comme un terrain d'entraînement, car l'ennui est le sol sur lequel pousse la discipline. Apprendre à finir ce que tu commences, même imparfaitement. Car finir rééduque l'esprit à la complétude. Là où l'école t'a habitué à passer d'un sujet à l'autre sans jamais t'approprier pleinement le processus, et plus tu pratiques ces actions, plus tu te reconnectes à toi-même, parce que tu ne te définis plus par ce que tu sais, mais par ce que tu fais, par ce que tu incarnes, et cette reconnexion est souvent déstabilisante, car elle t'oblige à regarder en face les choix que tu évitais, les directions que tu repoussais, mais elle est aussi profondément libératrice. Parce qu'elle te rend acteur, et non plus spectateur critique de ta propre vie. Et c'est à ce moment-là que la critique du système scolaire prend un autre sens. Elle n'est plus une plainte mais un point de départ. Tu comprends que le système t'a donné des outils cognitifs, mais qu'il ne pouvait pas te donner une identité, et que cette identité est désormais ta responsabilité, et cette responsabilité est lourde, mais elle est aussi la source d'une puissance tranquille, celle de quelqu'un qui avance sans garantie mais avec cohérence, qui
Ne cherche plus à être le meilleur élève, mais à être aligné. Et cet alignement crée une forme de sérénité grave. Parce que tu sais que même si tu échoues, tu sauras te relever. Même si tu doutes, tu sauras agir. Et cette certitude intérieure vaut plus que toutes les promesses scolaires jamais faites, car elle repose sur l'expérience vécue, sur la discipline pratiquée, sur la conscience cultivée. Et au bout de ce chemin, il n'y a pas une réussite spectaculaire, il y a quelque chose de plus rare, une stabilité intérieure, une direction claire, une capacité à avancer sans permission. Et cette transformation n'efface pas ton passé d'élève brillant. Elle le transcende, elle l'intègre, elle en fait une base et non une prison. Et si tu es arrivé jusque-là dans cette réflexion, alors tu sais déjà que le vrai travail ne commence pas demain. Il commence maintenant, dans la prochaine décision que tu prendras sans attendre d'être validé, et c'est dans ce silence intérieur, loin des notes et des classements, que naît une lucidité durable, celle qui ne cherche plus à briller mais à être juste, celle qui ne demande plus la permission d'exister. Et c'est là que tout se calme, que la confusion se dissipe, que la trajectoire se dessine non pas comme une ligne droite, mais comme un chemin assumé. Et dans ce calme dense, presque grave, tu comprends enfin que se perdre n'était pas une fatalité, mais une étape, et que se retrouver n'est pas un événement, mais une pratique quotidienne.